La plupart des gens pensent que la richesse commence avec l'argent. En réalité, elle commence dans l'esprit. Carl Jung rappelait que ce que nous ne rendons pas conscient revient sous forme de destin. Et c'est exactement ce que l'on observe dans le monde du business. Ceux qui ne comprennent pas leur propre schéma psychologique répètent les mêmes erreurs financières année après année. Dans un monde où les opportunités n'ont jamais été aussi accessibles, paradoxalement, les blocages mentaux, émotionnels et spirituels n'ont jamais été aussi puissants. Les riches prospèrent, non pas parce qu'ils ont plus de chance, mais parce qu'ils ont une structure intérieure, une façon particulière d'observer le monde, de gérer leurs croyances et d'aligner leurs actions. Aujourd'hui, on va plonger dans cette zone mystérieuse où se rencontrent le business, le mindset et la spiritualité moderne. La psychologie de la richesse n'est pas un concept abstrait. C'est une grille de lecture qui détermine qui avance et qui reste bloqué au même niveau. Le plus grand obstacle à la richesse n'est pas extérieur, il est intérieur. Beaucoup de personnes vivent avec une vision limitée d'elles-mêmes, héritée de leur environnement, de leurs échecs ou de leurs croyances familiales. Ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça, qu'ils n'ont pas la discipline ou la créativité nécessaires. Abraham Maslow expliquait que lorsque nos besoins fondamentaux ou émotionnels ne sont pas équilibrés, l'esprit se fige dans un état de survie. Et dans cet état, impossible de penser en opportunité, impossible de prendre des décisions courageuses, impossible de créer. Ce blocage mental, spirituel et entrepreneurial fait que la majorité agit par peur de perdre plutôt que par désir de bâtir. Ils entretiennent sans le savoir une mentalité de manque, incompatible avec toute forme de prospérité. La psychologie de la richesse est la capacité à développer un état d'esprit où la valeur produite, la vision intérieure et la cohérence personnelle deviennent les moteurs de la réussite financière. Dit simplement, les riches pensent en créateurs, pas en consommateurs. Prenons un exemple business concret. Warren Buffett ne devient pas riche parce qu'il a des idées brillantes. Il devient riche parce qu'il a une structure mentale disciplinée, une façon de voir le temps, le risque et la valeur qui lui permet de prendre des décisions que la majorité n'ose même pas envisager. Il voit la réalité autrement. Sur le plan spirituel, la richesse s'explique aussi par l'alignement intérieur. Ce que tu veux, ce que tu crois et ce que tu fais doivent aller dans la même direction. Sans cet alignement, l'intention manque de puissance. Avec cet alignement, chaque action devient énergétiquement cohérente et donc efficace. La psychologie de la richesse, c'est la combinaison de ces trois forces, lucidité mentale, stratégie business et intention spirituelle. Voici maintenant les 8 leçons mentales qui transforment la richesse en réalité. 1. Pense en système, pas en effort. La première grande distinction entre les riches et les autres se trouve dans leur manière de concevoir le travail. Ils ne pensent pas en termes d'effort, mais en termes de système. Là où la majorité se dit « si je veux gagner plus, je dois travailler davantage », ceux qui construisent la richesse adoptent une approche totalement différente. Comment puis-je mettre en place quelque chose qui continue de fonctionner même lorsque je ne suis pas là ? Un système, c'est un ensemble de processus, d'outils, de personnes ou de mécanismes qui produisent un résultat de manière automatique ou semi-automatique. C'est du travail déporté, démultiplié et qui ne dépend plus directement de ton temps ou de ton énergie. Dans le monde du business, Jeff Bezos incarne parfaitement cette vision. Il n'a pas bâti Amazon pour vendre seulement des produits. Il a construit une infrastructure, une plateforme et une machine logistique capable de fonctionner jour et nuit, indépendamment de sa présence. Warren Buffett, lui, a créé un système d'investissement basé sur la discipline, la répétition et la logique long terme. Grâce à ce système mental et financier, ses investissements travaillent littéralement pendant qu'il dort. De la même manière, un créateur de contenu qui publie régulièrement des vidéos evergreen crée un système où chaque vidéo continue de générer des vues, des revenus et des abonnés pendant des mois, sans nécessiter d'efforts supplémentaires. C'est aussi ce que fait un entrepreneur digital lorsqu'il transforme ses séances de coaching en programmes en ligne. Il passe d'un modèle basé sur le temps à un modèle basé sur la répétition automatique. D'un point de vue psychologique, ce changement repose sur l'abandon de la croyance selon laquelle la richesse est une récompense directe de l'effort. Ce modèle mental est noble mais limité. Les riches comprennent qu'un individu possède un temps fini, tandis qu'un système fonctionne en continu. Ils déplacent donc leur énergie du faire vers le concevoir, du travailler vers le déployer, du répéter vers le scalaire. Spirituellement, cela s'inscrit dans une logique d'efficacité énergétique. Utiliser son intention, sa clarté et sa vision pour créer quelque chose qui continue d'exister au-delà de soi. C'est la manifestation calme, réfléchie, alignée avec une vision long terme, plutôt qu'une course épuisante cherchant à compenser par l'effort brut
ce que l'on manque en stratégie. Dans le quotidien, cette logique se traduit par des actions simples. Au lieu de répondre manuellement à chaque question, tu peux créer une FAQ ou un système de réponse automatisé. Au lieu de recommencer chaque tâche depuis zéro, tu peux mettre en place des modèles, des scripts ou des checklists. Au lieu de compter sur ta volonté pour épargner, tu peux automatiser tes investissements. Au lieu de vendre chaque produit individuellement, tu peux mettre en place un tunnel de vente qui fait le travail en continu. Une fois construit, le système devient ton employé invisible, fidèle, constant et prévisible. En fin de compte, les riches ne travaillent pas forcément plus que les autres. Ils travaillent différemment. Leur question n'est jamais comment faire plus, mais comment faire en sorte que ça se fasse sans moi. Et c'est cette manière de penser, répétée quotidiennement, qui construit la véritable richesse. Deuxième leçon. La deuxième leçon repose sur une vérité simple mais souvent ignorée. Les décisions prises pour le court terme renforcent la peur, tandis que celles orientées vers le long terme construisent la richesse. La majorité des gens vivent dans une logique immédiate. Ils cherchent des résultats rapides, des gains instantanés, des preuves immédiates que leurs efforts fonctionnent. Mais cette quête du court terme crée une relation anxieuse avec l'argent. Chaque fluctuation devient une menace, chaque retard un échec, chaque difficulté une catastrophe. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus lucides de l'histoire, répète que le temps est l'ami des bons investissements. Cela signifie que la richesse ne vient pas de la rapidité, mais de la patience, de la constance et de la capacité à laisser les cycles naturels faire leur travail. Dans l'univers financier, l'exemple le plus évident est celui des intérêts composés. Un investissement modeste, placé régulièrement et laissé en paix pendant des années, produit un effet multiplicateur impossible à obtenir par la simple force du travail. Buffett lui-même a construit la majorité de sa fortune après ses 60 ans, non pas parce qu'il a mieux travaillé, mais parce qu'il a laissé le temps jouer en sa faveur. À l'inverse, ceux qui cherchent à battre le marché en permanence, à acheter-vendre vite, à courir après les opportunités éphémères, finissent prisonniers de leurs émotions. Ils agissent comme sous l'effet du stress. Et le stress est l'ennemi de la richesse durable. Dans le monde entrepreneurial, c'est exactement la même logique. Les entrepreneurs à court terme veulent des ventes immédiates, des résultats en quelques jours, des clients instantanés. Mais les entrepreneurs à long terme construisent une marque, une réputation, une audience, une expertise, des actifs invisibles qui prennent du temps à se mettre en place, mais qui deviennent des sources de revenus pérennes. Un créateur de contenu qui publie une seule vidéo espère parfois un succès immédiat. Un créateur tourné vers le long terme construit une bibliothèque de contenu qui continue d'apporter visibilité, crédibilité et clients pendant des années. Une entreprise qui optimise chaque décision pour le trimestre risque de s'effondrer. Une entreprise qui pense sur 10 ans bâtit des fondations qui résistent aux crises. Spirituellement, le long terme représente un rapport apaisé au temps. C'est une posture intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin de résultats immédiats pour avoir confiance en ma trajectoire ». Cette confiance calme l'esprit, réduit l'angoisse et permet de prendre des décisions plus alignées. La peur pousse à l'impulsivité, la vision long terme pousse à la sagesse. Lorsque tu agis avec un horizon large, tu n'es plus esclave du résultat instantané. Tu deviens créateur d'un patrimoine, qu'il soit financier, émotionnel, relationnel ou entrepreneurial. En réalité, investir dans le long terme, c'est choisir une stratégie où le temps devient ton allié plutôt que ton ennemi. C'est accepter que les graines prennent du temps à pousser, mais qu'une fois enracinées, elles nourrissent ta vie entière. Troisième leçon, crée plus que tu ne consommes. La troisième leçon repose sur un principe fondamental de la réussite. Les personnes qui avancent, prospèrent et se démarquent sont celles qui créent plus qu'elles ne consomment. Dans un monde où l'on peut passer des heures à scroller, regarder, comparer, analyser et s'informer, il est très facile de devenir un consommateur passif plutôt qu'un créateur actif. Or, la richesse, financière, intellectuelle ou spirituelle, naît toujours de ce que tu produis, jamais de ce que tu absorbes. Consommer nourrit ton esprit, mais créer nourrit ton avenir. Et ce passage du statut de consommateur à celui de créateur est l'un des tournants les plus puissants dans le parcours de n'importe quel entrepreneur ou individu en quête de réussite. Dans le domaine du contenu, la différence est flagrante. Beaucoup regardent des vidéos de motivation, d'inspiration ou d'éducation pendant des heures, mais ne créent jamais la leur. Pourtant, celui qui publie régulièrement, même imperfectiblement, bâtit une visibilité, une crédibilité et une identité numérique qui travaillent pour lui. Un créateur qui poste une vidéo, un article ou un podcast par semaine expose ses idées,
attire une audience et finit par développer des opportunités réelles. Collaboration, clients, vente, visibilité. Pendant ce temps, celui qui reste dans la consommation se nourrit peut-être intellectuellement, mais reste invisible dans le monde. Dans le business, le même principe s'applique. Un entrepreneur qui se concentre sur la création de produits, de services, d'offres ou d'outils se positionne comme une source de valeur. C'est exactement ce que fait quelqu'un qui écrit un e-book, lance un programme, crée un logiciel ou développe une boutique en ligne. Cette production s'accumule, vit dans le temps et génère un patrimoine d'actifs qui travaillent pour lui. À l'inverse, l'entrepreneur qui passe son temps à suivre des formations, à analyser le marché, à regarder ce que les autres font, finit par développer une grande connaissance. Mais aucune existence économique. La valeur ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu rends utile aux autres. Sur le plan mental, créer plus que tu ne consommes développe une identité de bâtisseur. Tu passes du mode passif au mode actif, du mode dépendant au mode contributif. Et ce simple basculement transforme ton estime de toi, ton énergie et ta capacité à agir. Chaque action créative te renforce intérieurement, car tu constates que tu es capable d'influencer ton environnement. C'est exactement ce que les psychologues comme Albert Ellis ou Carl Rogers soulignaient. L'être humain se construit en se confrontant, en exprimant, en produisant, pas en se contentant d'absorber. Spirituellement, créer est un acte d'expansion. Dans de nombreuses traditions, la créativité est vue comme une énergie de manifestation, l'une des forces les plus élevées de l'être humain. Quand tu crées un contenu, un objet, une idée, une structure ou une expérience, tu rends le monde un peu plus riche qu'avant ton passage. Et cette énergie d'expansion attire naturellement des opportunités, des relations et des ressources. La consommation, au contraire, est une énergie de contraction. Elle ne produit rien, elle prend, elle absorbe, elle s'épuise. Créer plus que tu ne consommes, c'est donc faire le choix de devenir une source plutôt qu'un puits, un moteur plutôt qu'un spectateur. C'est accepter que même la plus petite action créative, une vidéo publiée, un paragraphe est écrit, un prototype construit, une idée mise en forme, te rapproche de la version de toi qui a de l'impact. Et c'est précisément ce type d'habitude, répétée jour après jour, qui finit par bâtir une richesse durable. 4e, apprends à vendre et à influencer. Apprendre à vendre et à influencer est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer, non seulement pour réussir en business, mais aussi pour avancer dans la vie. Robert Cialdini, dans ses travaux sur la persuasion, montre que l'impact social n'est pas un talent réservé à certains. C'est une compétence qui s'apprend, se pratique et s'affine. La vérité, c'est que tu peux avoir les meilleures idées du monde, les meilleurs projets, les meilleurs produits. Si tu ne sais pas les présenter, les défendre et donner envie aux autres d'y adhérer, ils resteront invisibles. La vente n'est pas une manipulation, c'est l'art d'expliquer clairement la valeur de ce que tu proposes et de créer un pont entre le besoin de quelqu'un et la solution que tu offres. Dans le business, cette compétence est absolument cruciale. Prenons un exemple simple. 2 personnes lancent un même service de coaching ou un même produit digital. L'un maîtrise les principes d'influence, la preuve sociale, la réciprocité, l'autorité, la cohérence, l'autre non. Le premier saura structurer un message qui donne confiance, utiliser des témoignages, créer une histoire autour de sa marque, inspirer et rassurer son audience. Il signera des clients plus rapidement, même s'il n'est pas le plus expérimenté. Le second, pourtant compétent, aura du mal à convertir parce qu'il ne sait pas comment communiquer sa valeur. Le monde récompense ceux qui savent se rendre compréhensibles et désirables, pas seulement ceux qui sont talentueux. Dans la vie de tous les jours, l'influence joue un rôle tout aussi déterminant. Convaincre un partenaire d'adhérer à un projet commun, motiver une équipe à suivre une nouvelle direction, négocier une opportunité professionnelle, même obtenir un meilleur service. Tout cela dépend de ta capacité à articuler clairement tes intentions, à comprendre la psychologie de l'autre et à créer une alliance plutôt qu'un rapport de force. Une personne qui sait influencer ne force jamais. Elle comprend comment les gens fonctionnent, elle écoute, elle reformule, elle crée un climat émotionnel propice à l'accord. Un exemple concret. Imagine que tu veux convaincre ton équipe de tester une nouvelle stratégie marketing. Si tu n'utilises pas les leviers d'influence, tu donnes une simple consigne et tu espères qu'elle soit exécutée. Si tu maîtrises l'influence, tu expliques d'abord pourquoi ce changement est bénéfique, principe de cohérence, tu présentes des données ou des études de cas, principe d'autorité, tu montres que d'autres entreprises l'ont déjà fait avec succès, preuve sociale, et tu impliques ton équipe dans la décision pour qu'elle se sente engagée, engagement et cohérence. Résultat, tu n'imposes pas une idée, tu fais naître une adhésion. L'influence, dans sa version la plus noble, n'est pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir avec les autres.
C'est ce qui permet de transformer une vision personnelle en projet collectif, une idée abstraite en action concrète. C'est la compétence qui transforme un créateur en leader, un entrepreneur en bâtisseur, un individu en force d'impact. Apprendre à vendre, c'est apprendre à traduire tes idées en valeur perçue. Apprendre à influencer, c'est apprendre à rallier les gens à ta vision. Les deux combinés font de toi quelqu'un capable de déplacer des lignes, et c'est exactement ce que font ceux qui réussissent durablement. 5. Observe tes croyances inconscientes. Observer tes croyances inconscientes est l'un des exercices les plus puissants pour transformer ta relation à l'argent. Aaron Beck, le père de la thérapie cognitive, explique que nos pensées automatiques influencent jusqu'à 80% de nos comportements, souvent sans que nous en ayons conscience. Cela signifie que tes décisions financières, investir, épargner, oser entreprendre, demander plus pour ton travail, ne sont pas seulement rationnelles. Elles sont pilotées par des schémas mentaux profondément installés depuis l'enfance. Par exemple, si tu as grandi dans un environnement où l'argent est rare, l'argent corrompt, où les riches te sont injustes, ces croyances lui se rejouent aujourd'hui dans ta vie d'adulte sous forme d'auto-sabotage. Tu refuses des opportunités, tu minimises ta valeur, ou tu prends peur dès que ton revenu augmente. Un exemple concret, imagine quelqu'un qui a inconsciemment intégré que gagner beaucoup d'argent, c'est dangereux, parce qu'il a vu ses parents se disputer à propos de finances. Aujourd'hui, cette personne pourrait inconsciemment éviter toute prise de risque, même un investissement simple et raisonnable, par peur de recréer ce chaos. Ce n'est pas l'investissement qu'elle fuit, mais une émotion ancienne qui se réactive. Un autre exemple, beaucoup de personnes pensent qu'elles ne mériteront pas la richesse, car elles associent inconsciemment la réussite à l'arrogance ou au rejet. Résultat, elles déclinent des promotions, n'augmentent pas leurs tarifs ou hésitent à lancer un projet sans comprendre qu'elles ne fuiront pas le travail, mais la possibilité d'être vues, jugées ou critiquées. L'observation de ces croyances ne consiste pas à te juger, mais à t'écouter. La simple question « Quelle est l'histoire que je me raconte sur l'argent ?» peut révéler énormément. Tu peux remarquer que tu as des schémas comme « Je dois travailler dur pour mériter » l'argent file entre mes doigts ou les autres réussissent plus facilement que moi. En identifiant ces pensées automatiques, tu reprends le contrôle. Ce qui était inconscient devient conscient et donc transformable. Et c'est là que commence la véritable liberté financière. Une fois que tu exposes tes croyances, tu peux les remplacer par des affirmations plus justes. Je peux créer de la valeur sans m'épuiser. L'argent amplifie qui je suis déjà. Je mérite l'abondance parce que je contribue. En travaillant sur tes schémas intérieurs, tu réalignes ton identité avec tes objectifs. La richesse n'est alors plus un combat contre toi-même, mais une extension naturelle de tes choix, de ton intention et de ta clarté intérieure. C'est ainsi que ceux qui réussissent construisent leur fortune, de l'intérieur vers l'extérieur. 6. Reprogramme ta perception du risque. Reprogrammer ta perception du risque est une étape fondamentale pour avancer vers la richesse et une vie plus libre. Viktor Frankl, dans Man's Search for Meaning, rappelle que la véritable liberté humaine commence au moment où nous choisissons notre réponse face aux événements, pas dans le contrôle des événements eux-mêmes. Cela signifie que le risque, l'échec, l'incertitude ne sont pas des ennemis, ce sont des terrains d'expression de ta liberté intérieure. Quand tu redéfinis le risque, tu redeviens maître de ta trajectoire. Beaucoup de gens voient le risque comme une menace, un danger, une perte potentielle. Les entrepreneurs et les investisseurs le voient comme une étape inévitable de croissance, une information utile et un passage à travers lequel il faut marcher pour aller plus loin. Prenons des exemples concrets. Un entrepreneur qui lance son premier produit peut facilement paniquer à l'idée d'un échec. Pourtant, chaque lancement raté n'est pas une catastrophe, mais un feedback précieux. Il apprend ce que le marché veut réellement, ce qui résonne ou non, ce qu'il doit modifier. C'est exactement ce que fait un créateur de start-up. Tester, échouer, ajuster. Sans ces cycles, aucune grande entreprise n'existerait aujourd'hui, que ce soit Amazon, Tesla ou Apple. Jeff Bezos explique souvent que chez Amazon, l'échec n'est pas seulement accepté, il est intégré comme un coût naturel de l'innovation. Un autre exemple, un investisseur débutant a souvent peur de placer son argent, car il imagine immédiatement le scénario du pire. Pourtant, la plupart des investisseurs à succès, Warren Buffett, Ray Dalio, ou même les nouveaux entrepreneurs, ont commencé par de petites mises, ont fait des erreurs, ont perdu parfois, mais surtout, ils ont appris. Le risque contrôlé est une formation accélérée que le court terme ne peut jamais offrir. Reprogrammer ta perception du risque, c'est aussi redéfinir ce qu'est l'échec. Si tu le vois comme une humiliation, tu arrêteras avant même de commencer. Si tu le vois comme une étape,
un pont, un ajustement, il devient soudain beaucoup moins lourd. Un coach qui lance ses premiers contenus peut se sentir vulnérable, peur d'être jugé, peur de ne pas être légitime. Mais chaque vidéo imparfaite, chaque post peu performant est un entraînement à la fluidité, à la clarté, à la confiance. En réalité, le plus grand risque n'est pas d'échouer, mais de ne pas progresser. Enfin, sur le plan intérieur, ce travail te permet d'entrer dans un espace de liberté profonde, celui où tu n'es plus gouverné par la peur, mais par ton intention. Le risque ne devient plus un mur, mais un mouvement naturel. L'échec ne devient plus une fin, mais un message. Et comme le rappelle Frankl, c'est dans cette liberté intérieure, cette capacité à choisir ta réponse, que naissent les plus grandes réussites. Quand tu regardes le risque avec lucidité plutôt qu'avec panique, tu reprends ton pouvoir. Et dès ce moment, ta vie commence véritablement à s'ouvrir. 7. Aligne ton intention à ton action. Aligner ton intention à ton action est l'un des principes les plus puissants pour créer de la richesse, du progrès et une vie cohérente. Beaucoup de gens ont des intentions positives, devenir financièrement libres, développer un business, améliorer leur vie, mais leurs actions quotidiennes racontent une toute autre histoire. Une intention non incarnée reste un souhait. Une action sans intention devient une agitation inutile. Lorsque les deux se rencontrent, comme deux pôles d'un même courant, il se crée un mouvement énergétique puissant. Tu avances avec fluidité, conviction et clarté. Les psychologues humanistes comme Carl Rogers et Abraham Maslow soulignent que la congruence, l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur, est un pilier fondamental de l'épanouissement. Sans elle, tout sonne faux, tout demande plus d'efforts, tout avance plus lentement. Prenons un exemple concret dans le business. Tu veux lancer un produit digital, une formation ou un service. Ton intention est claire, aider les gens, créer de la valeur, générer un revenu durable. Mais si tes actions se limitent à préparer, perfectionner, réfléchir, organiser, sans jamais publier, tester, vendre ou demander du feedback, ton intention ne crée aucun mouvement. À l'inverse, si tu passes ton temps à poster du contenu, lancer des offres ou multiplier les projets sans intention profonde, tu vas t'épuiser et avancer dans le flou. Le véritable pouvoir arrive quand tu te dis « Mon intention est de rendre ce produit utile et accessible ». Puis tu agis dans ce sens, tu simplifies, tu publies, tu parles ça avec ton audience, tu ajustes, tu vends. Là, le monde répond. Autre exemple, une personne veut améliorer sa relation à l'argent. Son intention est de devenir plus sereine, plus disciplinée, plus alignée. Mais si, dans ses actions quotidiennes, elle dépense impulsivement, évite de regarder ses comptes ou procrastine sur la construction de revenus supplémentaires, alors l'intention et l'action s'annulent. Le simple fait d'aligner les deux, par exemple en créant un budget simple, en mettant en place un virement automatique vers une épargne ou en prenant 1 heure par semaine pour développer une compétence monétisable, crée immédiatement un changement d'énergie. La personne se sent en contrôle, ancrée, puissante. Dans une dimension plus spirituelle et énergétique, c'est le même principe. L'intention est ton or, l'action est tes pas. Quand tu dis « je veux vivre dans l'abondance », mais que tu agis comme quelqu'un qui doute de sa valeur, tu envoies 2 messages contradictoires à ton inconscient. Mais si ton intention est claire, par exemple « je crée de la valeur et je mérite de recevoir en retour », et que tes actions sont cohérentes, tu oses t'exprimer, tu proposes, tu te formes, tu oses demander un prix juste, alors ton énergie devient magnétique. C'est ce que Joe Dispenza appelle l'alignement entre l'état intérieur et la réalité que tu cherches à créer. L'alignement intention-action n'est pas un effort supplémentaire, c'est ce qui enlève les efforts inutiles. C'est le point où tu cesses de te battre contre toi-même. C'est le moment où tes choix, tes comportements et ta vision avancent dans la même direction. Et lorsque cela arrive, les résultats, financiers, personnels ou spirituels, sont non seulement plus rapides, mais aussi beaucoup plus naturels. 8. Cultive la gratitude anticipée. Cultiver la gratitude anticipée est une pratique puissante qui transforme ton état intérieur avant même que les résultats extérieurs n'apparaissent. Joe Dispenza explique que lorsque tu ressens de la gratitude pour quelque chose que tu n'as pas encore, tu programmes ton cerveau et ton système nerveux comme si cette réalité existait déjà. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la neuroplasticité. Ton corps commence à produire les émotions, les hormones et les pensées d'une personne qui a déjà réussi, qui a déjà reçu, qui est déjà sur la bonne trajectoire. Au lieu de vibrer dans le manque, frustration, impatience, doute, tu vibres dans la création, l'ouverture et la possibilité. Cette différence intérieure influence tes décisions, ton comportement et même ta manière de percevoir les opportunités. Prenons un exemple très simple. Un entrepreneur qui lance son premier programme peut être paralysé par la peur.
Et si personne n'achète? Un état intérieur basé sur le manque. Cet état mène souvent à des actions timides, un marketing hésitant ou une communication qui manque de conviction. S'il pratique la gratitude anticipée, il se place dans un état complètement différent. Il ressent la gratitude comme s'il avait déjà ses premiers clients, comme si son offre servait déjà des dizaines de personnes. Ce changement subtil l'amène à communiquer avec plus d'assurance, à affiner sa proposition et à montrer sa valeur sans crainte. Les résultats extérieurs, très souvent, finissent par refléter cet état intérieur. Autre exemple, quelqu'un qui veut améliorer sa situation financière. S'il se concentre uniquement sur ce qui manque, pas assez d'argent, de clients, de sécurité, son attention se fige sur le problème. Mais en pratiquant la gratitude anticipée, il inverse le flux. Il remercie intérieurement pour l'abondance à venir, pour les opportunités qui se préparent, pour la version de lui-même qui devient plus disciplinée et plus compétente. Cet état de gratitude le pousse naturellement à prendre de meilleures décisions, apprendre une compétence, investir dans une formation, dire oui à une opportunité, ou simplement croire davantage en sa valeur. La gratitude crée un terrain fertile où les actions deviennent plus alignées et moins basées sur la peur. Sur un plan plus spirituel, la gratitude anticipée t'aligne avec le futur que tu veux créer. C'est un dialogue silencieux avec la vie où tu dis « Je suis prêt, j'ai confiance, je reçois déjà ». Cette posture intérieure élimine le besoin de contrôler chaque détail et elle te place dans une dynamique où tu attires plutôt que tu poursuis. Ceux qui cultivent cette attitude ne voient pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle peut devenir. Et c'est précisément cette vision intérieure qui finit par influencer la réalité extérieure. En résumé, la richesse n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est une affaire d'identité, de vision et d'alignement intérieur. Ceux qui comprennent la psychologie de la richesse transforment leur réalité de manière naturelle et progressive, simplement en changeant leur manière de se percevoir. Comme le disait William James, la croyance crée l'expérience. Alors, choisissez vos croyances avec intention. Cultivez un esprit orienté vers la création et avancez avec courage vers la vie que vous méritez. La richesse commence dans votre esprit et elle finit par se matérialiser dans votre monde. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business et mindset.